deux consoeurs et confrères de Mediapart, Mathilde Mathieu. Nous allons y venir. Tu as levé un lièvre que peut-être tout le monde n'a pas attrapé, qui est le jackpot des primaires, en l'occurrence de la primaire de droite. On va en parler tout à l'heure. Et quant à toi, Laurent Mauduit, cofondateur de Mediapart, de la même manière que sans Fabrice Arfi, il n'y aurait pas eu d'affaire Cahuzac, sans ton entêtement, il n'y aurait pas eu d'affaire Tapie. Et l'affaire Tapie, elle arrive enfin devant la justice, mais elle arrive curieusement par le dernier train, et pas par la locomotive, par Christine Lagarde, actuelle patronne du Fonds monétaire international, ministre de l'économie et des finances au moment de cet arbitrage sous Sarkozy, qui a été un cadeau de plus de 400 millions fait 404 millions fait à Bernard Tapie. Explique-nous, qu'est-ce qui se joue actuellement devant, tu l'as appelé dans ton article, la Cour d'injustice de la République. La Cour d'injustice de la République, oui, parce que ce sont des vieux débats depuis la création de cette Cour. Et fréquemment, notamment à gauche, il y a eu des prises d'opposition contre cette juridiction d'exception. Notamment le 6 février 2012, il y a un candidat, François Hollande, qui, à Dijon, avait dit « Les ministres sont des citoyens comme les autres ». Et donc, il avait pris position contre cette juridiction d'exception. Qui est destinée uniquement aux ministres, dans l'exercice de leur fonction. C'était ça le sens de la phrase de Hollande. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de juridiction spéciale pour les puissants et puis une juridiction ordinaire pour les manants. Précisons en quoi elle est spéciale, c'est sa composition qui la rend spéciale. Sa composition est spéciale, il y a une présidente qui est magistrate de la Cour de cassation, 2 assesseurs. Madame Maragd Madou, là, en l'occurrence. 2 assesseurs, et puis il y a 6 députés et 6 sénateurs. Or, cette affaire montre de manière chimiquement pure pourquoi cette juridiction d'exception fonctionne nécessairement mal et ne fonctionne pas en droit. Alors d'abord, il y a les raisons ordinaires. Moi, j'ai recueilli des témoignages, que je n'ai pas fait d'article, mais voilà, je vous les livre, là, ici, un sénateur en disant « mais c'est embêtant, qui siège ?» Alors c'est embêtant, on nous demande de condamner Christine Lagarde, mais il y a déjà eu un scandale avec Dominique Strauss-Kahn au FMI, ce sera embêtant pour la France. Donc des comportements qui... De raison d'État, de raison nationale. Voilà, un autre député, j'ai pas eu le temps de travailler, c'est un dossier très compliqué. C'est vrai que c'est une affaire qui démarre en 93, immensément compliquée. Il faut s'y immerger. Donc il y a l'aspect très inquiétant de une justice dont on sait qu'elle est souvent accommodante pour les puissants et différente de celle de la justice ordinaire. Alors pourquoi c'est pas logique de commencer par ça? Par la garde, pour une raison. Alors là, pour une raison, c'est que c'est la première fois, reprends l'histoire. C'est la première fois qu'il y a 2 justiciables, Christine Lagarde d'un côté et son ancien directeur de cabinet, Stéphane Achard de l'autre. C'est la première fois qu'il y a Pour tous ceux qui nous écoutent, il faut préciser, pour ceux qui sont, c'est mon cas, abonnés à Orange, c'est l'actuel patron d'Orange. Voilà. Et c'est la première fois que 2 justiciables concernés par la même affaire sont impliqués dans les 2 procédures distinctes. Donc Christine Lagarde devant la CJR et Stéphane Richard devant la procédure pénale ordinaire. Or, le paradoxe de l'histoire, c'est que Christine Lagarde est mise en examen, non pas comme on le dit souvent dans d'autres médias pour négligence, elle est mise en examen pour détournement de fonds publics en raison de sa négligence. Or, judiciairement, le détournement de fonds publics n'est pas encore avéré. Il sera avéré quand l'affaire sera jugée par la justice ordinaire. Donc, on verra Tapie, tous les autres, tous ceux qui ont fait la chaîne avocat, du cadeau. L'arbitre corrompu selon nos informations. Voilà. Et donc, du coup, Christine Lagarde est jugée alors que l'affaire judiciairement n'est pas encore verrouillée. Et donc, elle est dans une position qui sera assez commode. C'est-à-dire que la justice, les juges d'instruction de l'affaire ordinaire n'ont pas encore fait leur ordonnance de renvoi. Hein. Voilà, c'est le premier élément. Dis-moi juste, ce calendrier, ouais. Il y a quelqu'un qui l'a décidé, ce calendrier illogique, où il aurait fallu attendre que le premier instance ait lieu sur le fond du dossier et après convoquer Madame Lagarde. Voilà, qui a décidé d'inverser? Ce sont les responsables de la Cour de cassation qui sont au poste de commande de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République et le parquet général de la Cour de cassation avec un dénommé Jean-Claude Marin, dont on a beaucoup parlé dans Mediapart. Lui-même assez proche de Nicolas Sarkozy dans d'autres affaires. Et qui a enterré ou essayé d'œuvrer pour enterrer beaucoup d'affaires dans lesquelles Sarkozy ou des proches de Sarkozy étaient mis en cause. Voilà. Mais alors, il y a d'autres raisons qui font que
cette procédure est invraisemblable. C'est que... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a un fait majeur, c'est que ce procureur, Marin, a requis, lui, un non-lieu. Or, dans cette procédure, il n'y a pas de partie civile. Et donc, dans cette juridiction, il n'y aura personne qui portera l'accusation publique. On se souvient, Mediapart avait publié, l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction est très sévère et énumère 8 ou 9 griefs très, très énergiques et balaye la défense de Christine Lagarde en disant que ses arguments de défense sont affligeants. Or, comme le procureur est favorable à un non-lieu, qu'il n'y a pas de partie civile, il n'y aura donc personne à l'audience pour porter l'accusation publique. Pour requérir, pour dire je demande qu'elle soit condamnée. Exactement. Et puis, il y a aussi un autre dysfonctionnement que l'on constate, qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que dans une justice, une bonne administration de la justice, on aurait pu espérer qu'il y ait un face-à-face entre Christine Lagarde et Stéphane Richard, puisque des suspicions identiques pèsent sur l'un et sur l'autre, et que eux-mêmes se rejettent mutuellement la responsabilité de certaines de ces décisions. Or, Stéphane Richard est dans la procédure ordinaire mise en examen pour comment dire l'arbitrage, son organisation et voilà l'association frauduleuse. Or, il est convoqué devant la une cour sorte d'association de malfaiteurs presque dans cette histoire. Pardon, je cherchais pour escroquerie en bande organisée. Voilà. Or, il est convoqué il était convoqué devant la CJR, non pas comme mise en examen, mais comme témoin. Et donc, lui a argué, quand on est mis en examen, on peut parler, on dit ce qu'on veut, y compris on dit des mensonges. Quand on est témoin, on prête serment. Et la présidente, a dit ce matin à son avocat, il n'était pas obligé, et on lui aurait dit qu'il pouvait témoigner en protégeant ses droits à la défense. C'est ça, et sans prêter serment. Et donc, lui a argué de cette contradiction pour dire je ne viens pas. Donc, personne ne vient embêter Madame Lagarde. Okay. Exactement. À cause de cette procédure invraisemblable, du coup, il n'y aura pas cette confrontation d'où la vérité pouvait peut-être sortir. Alors, donc, les faits sur Madame Lagarde, c'est quand même ce qu'on entend. Michel Deléan suit ces audiences pour nous, pour Mediapart, et il dit d'ailleurs qu'elle était en difficulté un petit peu au deuxième jour d'audience. Si je comprends bien, Madame Lagarde dit, puisque c'est elle qui décide qu'il faut passer à l'arbitrage, sortir d'une procédure judiciaire ordinaire, donc trouver 3 arbitres dont on va se rendre compte qu'ils étaient complaisants, voire instrumentalisés, faire ce cadeau à M. Tapie, cadeau qui ne tombe pas du ciel. Il a soutenu Nicolas Sarkozy en 2007, et pendant que tout ça se passe, tu l'as raconté, 17 rendez-vous à l'Élysée. Ouais. Et Mme Lagarde, aujourd'hui, dit, écoutez-moi, en fait, ça coûtait très cher en avocat. Politique à l'égard de Nicolas Sarkozy, mais dans les griefs de l'ordonnance de renvoi, il y a des griefs qui sont tellement lourds qu'elle aura beaucoup de mal à les balayer. 2 exemples. Un, elle n'indique pas qu'il faut mettre un plafond en cas d'arbitrage, donc elle laisse ouvert la possibilité qu'il y ait ces 400 millions d'euros d'indemnité, dont les 45 millions au titre du préjudice moral. Oui, elle a dit qu'elle l'a découvert et qu'elle était choquée. Non, d'accord, mais elle ne met pas de plafond. Oui. Alors que quand en cours même d'arbitrage, elle a la possibilité de faire jouer la révocation de l'arbitre et donc d'annuler la sentence. Donc là, elle sait que pour les finances publiques, c'est gravissime. Et je pense que c'est la preuve de sa mauvaise foi. C'est qu'elle a su, et non seulement elle n'a pas fait jouer ce motif de récusation, mais en plus, au même moment, elle était entendue par le Parlement, il y avait une mission d'information, et elle cache aux députés qui l'interrogent le fait qu'elle a entre les mains un motif de récusation et d'annulation de l'arbitrage. C'est pour ça que le terme de négligence est sans doute très faible. Voilà, elle a sans doute, même s'elle n'était pas elle-même financièrement intéressée, contribué à ce détournement de fonds publics. En tout cas,
les audiences vont continuer. La décision tombera, je pense, dans quelques semaines ou quelques mois après. Et en tout cas, c'est une justice, là, vraiment totalement ad hoc qui est faite pour ad hoc, et il y a dans madame. cette affaire, c'est vraiment le reflet des dysfonctionnements de la justice. Il y a d'autres exemples. Le tribunal de commerce qui a prolongé la sauvegarde de Tapi, donc Tapi n'a toujours pas remboursé les sommes qu'il devait rembourser. On va continuer à suivre ce feuilleton. Et là, on passe à un autre qui ne fait que commencer, puisque de la droite, on va passer à la gauche. Donc, je disais que tu as soulevé un lièvre, Mathieu, pour Mediapart. C'est le jackpot de la primaire. Des millions d'électeurs, de Tours, 8,6 millions d'électeurs. 8,6, ouais. Et au final, avec les 2 € pour participer, 17,4 millions d'euros, au point que, pas très fair-play, une secrétaire nationale, membre du Conseil national des Républicains, a tweeté ceci: 17 millions d'euros récoltés par les Républicains grâce aux électeurs de gauche qui vont donc financer la campagne de 2017 de François Villon. Mort de rire, MDR dans le langage Twitter. Eh oui. Et oui, c'est vraiment un jackpot, je pense que c'est le terme, parce que effectivement, il y a à peu près 17,4 millions d'euros qui auront été récoltés. C'était 1 € par bulletin glissé dans l'urne, par personne, pour à peu près 6 millions de coûts, de dépenses, location de salles municipales, communication, etc. Donc, si on fait un calcul rapide, que sont en train de faire les responsables des Républicains, c'est à peu près 11 millions de bénéfices, cette opération. Donc c'est une somme colossale, quand on sait qu'un candidat de second tour à la présidentielle, il peut dépenser jusqu'à 22,5 millions d'euros. Donc c'est pratiquement la 11 moitié. millions. En fait, si ce chiffre se confirme, parce qu'il y a encore des factures qui arrivent, donc le bénéfice n'est pas encore complètement arrêté, c'est énorme parce qu'en fait, comme l'État peut rembourser jusqu'à la moitié, donc à peu près 11,5 millions des dépenses d'un candidat, un candidat n'a pas besoin de plus de 11,8 millions de dons, en fait. Voilà, c'est l'optimum, c'est le maximum. Après, ça ne sert plus à rien. C'est l'État qui paye. Donc Fillon démarre sa campagne avec une campagne quasiment financée, déjà, voilà, intégralement. Donc pour la première fois, peut-être, dans l'histoire des campagnes présidentielles, il peut ne pas lancer de collecte de dons. C'est pas la peine. Voilà. Donc effectivement, les électeurs de gauche qui ont participé peuvent peut-être s'interroger, je ne sais pas, sur l'intérêt de cette participation. Mais en même temps, tous les contribuables, d'une certaine manière, de gauche participent de toute façon, puisque l'État paye une partie des dépenses des candidats à la présidentielle. Bien sûr, ça c'était une bataille liée justement aux révélations des journalistes dans le passé sur les financements illicites. Ta spécialité, l'une de tes spécialités à Mediapart, c'est justement de traquer toutes les zones d'ombre sur le financement de la vie publique, de la vie politique. Est-ce que dans cette affaire, il y a par ailleurs des loups, voilà, il y a des coins d'ombre, c'est cette manne qui tombe, des questions que tu as posées, je suppose. Avec Hélène Selvi, avec qui on a travaillé sur cet article, on s'est posé beaucoup de questions, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut dire, qui n'a sans doute pas été assez souligné, c'est que les 7 candidats à la primaire ont tous fait un compte de campagne pour la primaire. Officiellement, elle a duré 2 mois, fin septembre, fin novembre. Mais le seul compte qui sera vraiment contrôlé par une autorité indépendante, par la commission des comptes de campagne, c'est celui du vainqueur, celui de François Fillon. Lui, on peut se dire, c'est à peu près au carré, ou en tout cas, il sait qu'il va être contrôlé par cette commission, qui peut certes rater des choses, puisqu'elle a raté le scandale Big Malion, mais qui en voit aussi beaucoup, puisqu'elle avait quand même rejeté le compte de campagne de Sarkozy. Il devait normalement dépenser 1,5 million chacun. Voilà. Donc, François Fillon, c'est à peu près cadré. Mais les 6 autres, eux, ne déposeront jamais de compte auprès de cette commission indépendante. Ils en ont fait un, mais un peu pour la galerie, puisque les Républicains ont quand même réclamé qu'ils fassent un compte de campagne. Voilà les recettes, voilà ce qu'on a dépensé pendant 2 mois. Les Républicains ont même imposé un plafond. Ils ont dit c'est 1,5 million maximum pendant 2 mois que vous pouvez dépenser. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est Nicolas Sarkozy qui a réclamé que ce soit 1,5 million. Au début, ça devait être 1 million, mais il trouvait que ce n'était pas assez. Donc les autres ont dit d'accord, donc on est parti sur 1,5 million. Mais le problème, c'est que ce plafond, il est complètement factice, puisqu'il ne sera contrôlé par personne. Donc au 20 décembre,
les 7 candidats vont déposer leur compte de campagne, voilà, pour ces 2 petits mois de campagne. Ce sera mis en ligne sur Internet. Ah, on pourra aller Tout le voir, monde on pourra aller pourra voir. enquêter quand même. Voilà, officiellement, voilà les dépenses de Nicolas Sarkozy pendant 2 mois pour ses meetings, ses voyages en jet, etc. Mais ce plafond sera, voilà, il n'y a rien qui est vérifié, donc ni l'origine des fonds, ni les factures. Et la question, à mon avis, la plus importante qui n'a pas été soulevée, c'est celle de l'origine des fonds, parce que autant donc François Fillon, ses recettes, tous les dons qu'il a récoltés, tout ça sera vérifié par l'autorité administrative indépendante, mais pour les autres, rien. Donc aujourd'hui, si, hypothèse d'école, Nicolas Sarkozy a fait des voyages en jet et qu'il se les fait offrir par Serge Dassault, au hasard, par exemple, personne, au hasard, tu as dit au hasard. Personne ne le saura et personne n'en contrôle la régularité. Si un mécène bien intentionné veut payer certaines factures d'impression, etc., du candidat Bruno Le Maire, pareil, rien ne sera contrôlé. Donc il y a, de mon point de vue, un gros trou là dans les lois sur le financement de la vie politique. Les députés, certains socialistes y compris, se sont demandé en 2014-2015, voyant la primaire arriver, s'il ne fallait pas légiférer, prévoir quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a rien sur les primaires dans la loi. La question a été balayée par la gauche comme par la droite. Il y a une primaire organisée par le PS, il y en avait une organisée par les Républicains. Donc absolument rien n'a été fait. Voilà. Alors pour le PS, on va voir ce qui se passe en janvier. Ils bradent, les Républicains c'est 2 € et le PS c'est 1 €. Ils ont peur de ne pas avoir de monde. Le Parti socialiste a voulu faire quelque chose sans doute de plus accessible, donc c'est 2 fois moins cher. Ça rapportera du coup 2 fois moins par personne, et sans doute même beaucoup moins que le bénéfice de 11 millions de François Fillon, parce qu'ils attendent quand même beaucoup moins de participants. Il y a même des inquiétudes au sein du Parti socialiste sur le fait qu'il pourrait y avoir un déficit, que l'opération pourrait être déficitaire s'il n'y a pas assez de gens qui se déplacent. Donc voilà, mais ça, c'est des choix Il faudrait déjà qu'ils nous donnent envie de se déplacer, pour ceux qui sont intéressés. C'est une autre question, ouais, non financière, celle-là. Ouais. On va voir ce qui se passe. Bon, il y avait le tout sauf Sarkozy qui a créé une petite ambiance pour la droite. Là, peut-être, on ne sait jamais, il y a peut-être le tout sauf Valls. Peut-être, on sait je jamais. ne sais pas. Peut-être que des électeurs de droite iront voter effectivement à la primaire de droite. Oui, je ne sais pas, on va voir. Rien ne se passera comme prévu. Hashtag, rien ne se passera comme prévu. C'est notre mot d'ordre pour tout ce qui va se passer jusqu'à l'élection présidentielle.